L'idée de se fier à la science pour prendre nos décisions est certainement bonne. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et Michel Desmurget le fait valoir. Non seulement les études scientifiques ne sont généralement pas facilement accessibles, elles le sont d'autant moins si on ne comprend pas l'anglais, qui est souvent la langue utilisée en sciences. Mais en plus, même si on arrivait à y avoir accès, ce serait très long de toutes les lire. En ce qui concerne les études qui portent sur l'usage des écrans par les enfants, Desmurget signale qu'il y en a des centaines. Alors, il nous reste, somme toute, la possibilité de nous fier à ce que nous rapportent des experts. Et c'est pour cette raison-là que Desmurget nous met en garde contre ceux qui commentent sans expertise. Et plus encore ceux qui tordent les faits de façon à promouvoir l'usage des écrans. Il nous met aussi en garde contre nos biais cognitifs. On n'aime pas entendre des mauvaises nouvelles sur nos habitudes. Alors on prête volontiers l'oreille à ceux qui nous disent que l'usage des écrans ne pose aucun problème. Mais c'est pas parce qu'un discours nous caresse dans le sens du poil que ce discours-là n'est pas fallacieux. Ici, j'aimerais faire un lien avec le réalisme moral de Sam Harris. Harris insiste lui aussi sur l'idée que les opinions ne sont pas toutes égales. Les écrans ont divers effets nocifs pour le bien-être. C'est un fait objectif pour lequel on a bien assez de données scientifiques pour l'affirmer, au même titre que le fait que la cigarette a des effets nocifs pour la santé. L'usage récréatif des écrans nuit au sommeil, il nuit aux résultats scolaires, il a un impact sur l'obésité, il nuit au développement du langage, à la capacité d'attention, à la créativité. Il joue un rôle dans des comportements comme le tabagisme, l'alcoolisme, la violence, les comportements sexuels à risque. Les influences négatives dépendent pour une grande part du temps volé par l'écran récréatif à d'autres occupations plus favorables au développement de l'enfant, comme des interactions familiales, la lecture, les jeux créatifs, la musique, le dessin, l'activité physique et le sommeil. Tout ça, ce ne sont pas des opinions subjectives. À nouveau, je fais le lien avec le réalisme moral de Sam Harris. Bien sûr que des parents peuvent faire le choix de laisser leurs enfants utiliser des écrans récréatifs à volonté, tout comme des gens peuvent d'ailleurs faire le choix de fumer aussi. Mais il demeure que ça a des conséquences négatives pour le bien-être. Ça, ce n'est pas une opinion subjective, c'est un fait. Il faut éviter de se baser sur son expérience personnelle ou sur autre chose d'anecdotique. Comme par exemple de dire mon fils a toujours utilisé des écrans, puis réussit très bien à l'école depuis toujours et présentement il est à la faculté de médecine. Ben grand bien vous fasse. Vous savez, moi, je connais des gens qui fument qui n'ont pas le cancer. Est-ce que je dois en conclure que la cigarette donne pas le cancer? Mais bien sûr que non. Les cas particuliers n'effacent pas les faits généraux, surtout qu'en ce qui concerne l'usage des écrans depuis l'enfance. À notre époque, pratiquement tout le monde dans les jeunes générations a toujours utilisé des écrans. En fait, pratiquement tout le monde tout court, parce que si on compte la télévision, si on ne se limite pas à l'omniprésence des ordinateurs et d'Internet, tout le monde a toujours utilisé des écrans. Alors, évidemment qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien en dépit des écrans. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un impact négatif sur beaucoup de gens, voire même sur la majorité des gens. Comme le dit Desmurget, je le cite, nous parlons ici de population et de facteurs de risque. Si vous faites du ski,
vous avez plus de chances de tomber que si vous marchez. Cela ne veut pas dire que personne ne tombe en marchant, ni que tout le monde se casse la jambe en pratiquant le ski. Vous savez, c'est assez commun aussi de défendre les écrans en disant qu'il y a d'autres causes aux problèmes cognitifs, à l'alcoolisme, au tabagisme, à l'obésité, etc. Et il y a même des causes qui prennent encore plus d'importance que les écrans quand on cherche à expliquer ces problèmes-là. Mais, et alors, Desmurget fait remarquer qu'on n'arrêtera pas d'informer sur les dangers du tabac, de l'alcool et de l'obésité, sous prétexte que certaines choses sont encore plus dangereuses que fumer, boire ou manger du fast-food. Alors, c'est pas valable non plus de défendre les écrans en disant qu'il y a des choses qui causent des problèmes encore plus sérieux que les jeux vidéo, la télévision ou les réseaux sociaux. Bon, j'ai parlé de l'usage récréatif des écrans. En ce qui concerne l'usage pédagogique, Desmurget n'est pas tellement enthousiaste par rapport à ça non plus. Premièrement, on vante l'usage pédagogique des écrans, mais il est à noter que la majeure partie de l'usage qu'on en fait, c'est un usage récréatif. Alors même à supposer que l'usage pédagogique des écrans soit une très bonne chose, ça reviendrait à dire que l'usage des écrans pourrait être une bonne chose si on les utilisait comme il faut, si on les utilisait à des fins constructives. Mais ça ne mènerait pas à la conclusion que l'usage des écrans dans les faits amène beaucoup de positifs parce que l'usage pédagogique, c'est marginal comparativement à l'usage récréatif. Mais de toute façon, l'usage pédagogique des écrans ne peut pas remplacer les enseignants. Apprendre de façon autodidacte en utilisant des logiciels ou des sites Internet, ce n'est en rien comparable à avoir affaire à des enseignants qualifiés. Bon, c'est probablement mieux que rien. Mais depuis quand est-ce que mieux que rien veut dire suffisant? Sachant tout ça, il faut informer les gens pour qu'ils puissent faire des bons choix pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Desmurget recommande idéalement d'éviter complètement d'exposer les enfants de moins de 6 ans à des écrans et de limiter le temps d'écran à 1 heure par jour à partir de 6 ans. Et ici, 1 heure par jour, ça pourrait vouloir dire aucun écran les jours de semaine et plusieurs heures dans les jours de congé. Mais en moyenne, idéalement, il ne faudrait pas que ça dépasse 1 heure par jour. Dans le contexte scolaire, Desmurget recommande l'absence d'ordinateur des écoles primaires, puis du secondaire jusqu'à l'université, de prendre des notes de cours à la main, d'éviter d'avoir des écrans à proximité quand on suit des cours, que ce soit celui d'un téléphone ou autre. Desmurget dénonce différentes croyances qui se sont répandues parce qu'on tordait sciemment ou non les conclusions des études. Comme je disais plus tôt, ce sont des discours qui nous caressent dans le sens du poil parce qu'on aime bien entendre que nos habitudes sont très bonnes et on aime beaucoup moins entendre qu'on aurait intérêt à changer ses habitudes. L'une des croyances véhiculées dans les médias, c'est que les écrans sont utiles pour le développement des enfants. Alors, par exemple, on prétend que l'usage récréatif d'écrans interactifs sont utiles pour leur apprentissage. À ce sujet-là, Desmurget écrit « En quoi la tablette permet-elle à l'enfant d'interagir avec l'environnement en utilisant ses 5 sens? En quoi la tablette aide-t-elle au développement de la sensorimotricité quand on sait qu'aux âges précoces, cette dernière est surtout centrée sur le contrôle postural, la marche, l'équilibre, la coordination visuo-manuelle fine et, de manière essentielle, l'appareil phonatoire. Peut-on imaginer activité sensorimotrice plus grossière et primitive que celle consistant à faire glisser ses doigts d'un bloc sur une surface plane
voire dans le meilleur des cas, à toucher un endroit particulier de cette surface. D'ailleurs, la dernière étude en date montre sans la moindre ambiguïté que l'usage d'une tablette interactive non seulement ne développe pas, mais altère lourdement le développement de la motricité manuelle fine chez les enfants d'âge préscolaire. Alors, bon, vous voyez, il n'est pas du tout favorable à ce qu'on donne des tablettes à des jeunes enfants, et d'ailleurs, elles sont souvent présentées comme meilleures que la télévision parce qu'elles sont interactives. Or, en réalité, nous apprend Desmurget, elles sont en majeure partie utilisées pour consommer des contenus audiovisuels. Autre croyance erronée dénoncée par Desmurget, certains disent que les jeux vidéo favorisent la créativité. Eh bien, celle des concepteurs, sans doute. Mais en quoi est-ce que ça développe la créativité des joueurs? Et certains vont aussi arguer que les jeux vidéo permettent de développer des compétences. À ce sujet-là, Desmurget va dire que le problème, c'est que rien ne prouve que devenir doué pour les jeux vidéo donne des compétences qui se transfèrent à autre chose. Alors bien sûr, plus on joue aux jeux vidéo, plus on devient compétent pour jouer aux jeux vidéo auxquels on joue. Mais ça ne se transpose pas nécessairement dans des habiletés qui peuvent être utiles à l'école ou sur le marché du travail ou dans la vie en général. Voici d'autres côtés positifs des écrans souvent évoqués. La possibilité de communiquer avec des parents ou amis qui sont éloignés géographiquement. Le fait que des enfants apprennent quelques mots d'autres langues en utilisant Internet ou en regardant des émissions. La possibilité de partager des contenus scolaires en utilisant les réseaux sociaux. La possibilité pour des citoyens de s'exprimer en grand nombre, par exemple avec des hashtags comme le fameux moi aussi, MeToo. Alors à ça, je cite une partie de la réponse de Desmurget. Alors oui, à l'évidence, on peut toujours, en cherchant bien, identifier des effets positifs secondaires à n'importe quel usage numérique, même le pire. Personne ne le conteste. Mais là n'est pas le problème. En effet, ce qui convient ici d'interroger, ce n'est pas l'écume de l'exception, mais le bilan global. Autrement dit, peu importe les bienfaits de surface, seul compte la réalité d'ensemble. C'est d'autant plus vrai qu'on peut très facilement, presque à terme, pour chacun des éléments ponctuellement bénéfiques ci-dessus évoqués, identifier un contre-exemple dévastateur. Harcèlement scolaire pouvant aller jusqu'au suicide, hashtag raciste et haineux, contenu inadapté, pornographique, violent ou commerciaux, etc. Comme je le disais précédemment, Desmurget n'envisage pas d'imposer des lois ou des règles institutionnelles. Il veut laisser la liberté de choix à chacun. Mais il insiste sur l'importance que les gens soient bien informés pour qu'ils puissent faire des choix dignes de ce nom, c'est-à-dire des choix éclairés. Je le cite à nouveau. Par exemple, quand un parent me dit d'une manière parfaitement éclairée « Chaque jour après l'école, je donne une tablette à ma fille de 3 ans. Je sais que ce n'est sans doute pas super, mais elle adore vraiment ça et puis ça me permet de souffler un peu et de finir mon travail. » J'entends et je n'ai rien à objecter. En revanche, lorsqu'un parent m'explique enthousiaste « Ma petite fille passe beaucoup de temps sur sa tablette, c'est bon pour son développement sensorimoteur et cognitif. » Alors là, non, je n'entends plus et trouve cela insupportable parce que ce parent a été indignement trompé sur la marchandise et parce que sa liberté de choix lui a de fait été uniquement dérobée par les propagandes industrielles. Encore ici, je vais faire le lien avec le réalisme moral de Sam Harris. Les erreurs sur le plan des descriptifs mènent à des erreurs sur le plan normatif. Pour le formuler autrement, l'ignorance ou la méconnaissance d'une partie des faits ou de l'ensemble des faits mène à des erreurs sur le plan des valeurs.
De nombreux parents prennent des décisions d'ordre normatif en ce qui concerne l'usage des écrans par leurs enfants en se basant sur des croyances erronées qu'ils ont parce qu'on les a trompés. Ils croient à tort que l'usage d'écran n'affecte pas le développement cognitif de leurs enfants, voire qu'il y contribue, et ils croient que ça n'affecte pas la performance scolaire ni autre chose, et c'est pour ça qu'ils en viennent à la conclusion que c'est sans problème, voire une bonne chose, de laisser leurs enfants utiliser des écrans. Pour conclure cette capsule-ci, Desmurget soulève que le sujet de son livre est difficile à aborder parce qu'il concerne des domaines divers, cognitifs, émotionnels, sociaux, sanitaires, et les travaux académiques abordent ces choses-là de manière séparée. Et en plus, les mécanismes d'action sont complexes, alors ça demande un effort et du temps de comprendre le lien entre l'usage des écrans et les problèmes identifiés. En plus, les écrans récréatifs ne sont ni la seule cause, ni même la cause principale des divers problèmes qui ont été mentionnés. Alors, on est facilement tenté d'en conclure qu'ils ne posent pas de vrais problèmes. Mais Desmurget rappelle que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas la cause principale des problèmes qu'ils n'ont pas un effet significatif. Bon, Desmurget a aussi conscience que la majorité des études sur le sujet ont été faites par interview et sondage avec les limites que ça implique. Pour autant, nous dit-il, il serait aberrant de rejeter d'un bloc l'ensemble de ces études. Les mieux conduites d'entre elles ont permis d'obtenir des données qui, sans être irréprochables, fournissent globalement une base de réflexion crédible et on a déjà de quoi orienter des décisions parentales et institutionnelles. La plupart des études ont été menées aux États-Unis, mais Desmurget les considère quand même utiles pour la réflexion sur le sujet qui concerne d'autres pays. Il écrit quand on confronte les données américaines aux observations acquises dans d'autres pays économiquement comparables, comme la France, l'Angleterre, la Norvège ou l'Australie, on constate un fort degré de convergence. Autrement dit, en matière d'usage du numérique, les habitudes des petits Français, Australiens, Anglais ou Américains sont désormais fortement similaires. Alors bref, il ne prétend pas qu'on a fait le tour de la question, seulement il maintient qu'on a bien assez de résultats concluants pour savoir qu'il vaudrait mieux diminuer considérablement notre usage des écrans, particulièrement celui des enfants, et encore plus celui des petits-enfants. Je développerai sur les différentes conséquences de l'usage des écrans dans les prochaines vidéos de la série.